Docteur Mas, bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir trouvé une place dans votre agenda et de nous accueillir ici dans votre cabinet à Bruxelles. Alors, vous êtes pédopsychiatre et vous dirigez l'unité pour adolescents au centre hospitalier psychiatrique Le Domaine à Braine-l'Alleud. C'est bien ça. Depuis Je dirige l'unité pour adolescents, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, il y a des choses qu'on ne pense plus forcément devoir redéfinir, mais qu'est-ce qu'être adolescent finalement? Quelles sont les principales caractéristiques de cette tranche d'âge? Quelle étape de notre chemin d'un point de vue de sa construction psychologique? Alors, l'adolescence est tout particulièrement liée à la puberté, en fait. C'est là que l'adolescence commence. C'est quand l'adolescent, l'enfant, sort de l'enfance parce qu'il y a une déferlante hormonale, d'hormones sexuelles qui va venir transformer son corps, ça c'est bien connu. Mais ce qu'on ignore plus souvent, c'est que avant de transformer le corps, les hormones vont transformer la psyché, la manière de réfléchir, les désirs, les besoins, le ressenti psychologique qu'un enfant rencontre au début de la puberté est assez massif. Et c'est une véritable violence qui est faite à l'enfant, lui qui était dans la phase de latence, qui maîtrisait relativement bien la relation aux autres, son corps, ses capacités d'apprentissage, la relation avec ses parents, la relation avec ses copains. Il était dans une maîtrise et tout à coup, avec le réveil de la puberté, enfin l'éveil de la puberté plutôt, tout d'un coup, il y a une prise de conscience que les relations aux autres et le regard qu'il va poser sur lui et sur les autres va apparaître différemment. Il y a tout d'un coup une sexualité qui lui tombe dessus, qu'il ne maîtrise pas, et qui va modifier son rapport à son corps, bien entendu, mais également dans l'éveil de désir, qui lui était inconnu jusqu'à présent, l'éveil de pulsion, l'éveil de crainte également, qui sont déjà présentes avant même que les manifestations physiques apparaissent au niveau corporel. Et il faut savoir qu'en plus, ces manifestations physiques sont extrêmement discrètes au tout début de la puberté. Le premier signe qui apparaît chez le garçon, par exemple, c'est l'augmentation du volume testiculaire. Difficile de faire plus discret. Et donc, le corps se met à changer, mais la psyché aussi, et tout d'un coup, l'enfant ne peut plus se permettre d'être dans une proximité affective, ni physique, avec son parent. Parce que tout d'un coup, il y a un réveil des enjeux oedipiens qui sont là. La jeune fille de 15 ans ne peut plus se permettre d'enlacer son papa ou de monter sur ses genoux comme quand elle en avait 5. C'est pareil pour le garçon. Et donc, le rapport que le jeune entretient avec ses parents va être très très différent, et alors qu'il est encore dans une dépendance psychologique, affective avec ses parents, il a encore besoin de leur soutien, de leur reconnaissance, de leur amour. En même temps, cette proximité est devenue insupportable, parce qu'en jeu d'inconscient, d'interdit inconscient. Et donc l'adolescent est en même temps dans une situation de grande dépendance et en même temps dans une obligation de distance. Et ça, c'est vraiment la violence qui est faite à l'adolescent au début de sa puberté. Ça veut dire qu'il va devoir s'appuyer sur d'autres supports, d'autres soutiens, d'autres sources de valorisation, d'identification, d'autres liens qui vont lui permettre de mieux se définir et de faire ses choix. Et là, ça va devenir l'enjeu du groupe, des autres adolescents, qui vont devenir son support identificatoire. Et quand on écoute les adolescents, ils le disent d'ailleurs très bien eux-mêmes, mes copains, c'est ma deuxième famille. Ça montre effectivement l'importance. Alors on a évidemment toutes et tous, à tout âge, ressenti des difficultés face à ce qui nous a été imposé par rapport à ce lockdown, à toutes les restrictions de nos libertés, mais en quoi cette situation sanitaire a été particulière et est toujours particulière pour les adolescents? Alors comme je viens de le dire, les adolescents, ils ont besoin du groupe. Ils ne peuvent plus se confier à leurs parents aussi aisément. Ils ont besoin de garder une intimité, un jardin secret. En plus de ça, les jeunes adolescents sont un peu perdus par rapport à ces nouvelles émotions. Et donc, ils ont besoin effectivement de pouvoir s'appuyer sur le groupe. Et s'appuyer sur le groupe, c'est d'autant plus important pour eux que la relation à l'adolescence, elle est changeante, elle évolue. On sait combien les amours adolescentaires sont parfois courts et brefs et intenses. Mais donc l'adolescent, il a besoin effectivement
de recréer du lien en permanence. Les relations d'amitié à l'adolescence sont des amitiés au groupe et beaucoup moins des amitiés individuelles. Les adolescents, c'est dans l'enfance qu'on a un meilleur ami pour la vie. Ce n'est plus à l'adolescence. À l'adolescence, on a plus de copains, on est plus attaché finalement à un groupe qu'à certains individus, même si on peut encore dire j'ai un meilleur ami, une meilleure amie, mais les choses changent fortement et évoluent très vite. Et donc, empêcher un adolescent de continuer à être en contact avec d'autres adolescents, pas que son groupe, pas que ses anciens amis, mais de pouvoir se renouveler aussi dans les relations aux autres, c'est lui faire violence, d'autant plus qu'il a besoin des autres pour pouvoir justement déployer sa pensée. Un enfant, quand il va mal, quand il est en souffrance, il va trouver son papa, sa maman, il dit qu'il ne va pas bien, ou alors il le montre, plus souvent encore, et le parent va mettre justement ses capacités de mentalisation au service de son enfant. Lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu ressens, va l'aider à formuler des hypothèses. Tu es déçu, tu es triste, tu es en colère. Il va lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent, de mettre du sens sur ce qu'il ressent, et puis lui donner des perspectives pour pouvoir effectivement sortir de cette difficulté qu'il ressent. Nous, en tant qu'adultes, nous avons un discours intérieur. Donc nous sommes autonomes dans ce processus et nous sommes effectivement capables, quand nous sommes en difficulté, de nous arrêter, de penser, d'essayer de comprendre quelles sont nos émotions, quel sens est-ce qu'elles ont, et quelle perspective est-ce que nous pourrions effectivement nous proposer à nous-mêmes pour pouvoir évoluer. Les adolescents, ils sont dans l'entre-deux. Ils ne peuvent plus aller trouver leurs parents à cause justement de cet enjeu oedipien, et en même temps, ils n'ont pas l'autonomie psychique des adultes, et donc ils vont aller penser en groupe, en fait, de nouveau. Ils vont effectivement aller trouver les autres, et c'est pour ça que les adolescents se confient tellement les uns aux autres. Ils se racontent, et en se racontant, eh bien, ça leur permet effectivement de comprendre ce qui leur arrive, de le formuler, de mettre du sens et de trouver des perspectives. Et donc quand on supprime chez les adolescents la possibilité d'être en contact avec d'autres, on leur supprime leur outil de pensée également. Et c'est ça qui entraîne à l'heure actuelle un impact beaucoup plus massif chez les 13-25 ans qui ont besoin justement de cette mentalisation en groupe que pour pouvoir digérer, élaborer progressivement l'impact psychologique des mesures sanitaires qui nous sont imposées maintenant depuis 1 an. Alors, on ne parle plus que de déconfinement, de voyage. À l'heure du retour en présentiel dans les classes, on pourrait finalement penser que tout repart et tout reprend, mais dans la presse, pas plus tard que ce mercredi, aux côtés du délégué général des droits de l'enfant et des parents de l'enseignement officiel, le comité des élèves francophones aussi, vous lancez un cri d'alarme. Que se passe-t-il ? Mais en fait, depuis le mois de janvier, nous avons vu arriver une vague de décompensation psychique massive, et plus particulièrement dans cette catégorie d'âge que sont les 13-25 ans. Ça a été très très brutal en fait. On nous a dit que pendant l'année 2020, pendant le premier confinement et par la suite, il y a eu moins de demandes de prise en charge hospitalière et ça s'est remarqué dans les hôpitaux psychiatriques également, dans les consultations. Je pense que les gens avaient peur, ils avaient peur de fréquenter les hôpitaux, ils avaient peur de fréquenter les médecins, ils avaient peur de sortir de chez eux. D'ailleurs, on nous demandait de limiter le plus possible nos interactions et donc il y a moins de demandes de soins, même s'il y avait des besoins qui étaient présents, qui nous sont parvenus. Elles ont un petit peu recommencé en novembre, décembre de l'année 2020 et progressivement nos activités ont pu reprendre et les unités étaient relativement remplies quand tout à coup, pendant le mois de janvier, très brusquement, un peu comme ce qui s'est passé lors de la vague de contamination somatique du Covid, nous avons une vague de demandes très massive. Je dirige un service qui compte 15 lits d'hospitalisation. En général, les hospitalisations en pédopsychiatrie durent quand même 2-3 mois parce qu'il y a un enjeu thérapeutique et qu'il faut bien compter 15 jours pour qu'un jeune qui débarque dans le service commence à créer du lien et qu'il crée ce lien dans un premier temps avec les autres jeunes bien sûr et avec les soignants avant que de commencer à se dire, à se déposer, à nous faire partager sa souffrance. Organiser sa sortie nécessite aussi une quinzaine de jours en général.
pour qu'ils puissent effectivement reprendre contact avec l'extérieur, retourner à l'école, se préparer effectivement à quitter le cocon de l'unité d'hospitalisation. Ça fait déjà 1 mois. Et il faut compter en général 2-3 mois d'hospitalisation pour faire l'ensemble du travail. 2-3 mois d'hospitalisation en ayant 15 lits, ça veut dire que nous avons en général 5 jeunes qui rentrent ou sortent par mois, 5 places par mois. Pour le mois de janvier, nous avons eu 80 demandes. 80 demandes. Ça veut dire que nous avions tous les jours 5 parents qui téléphonaient, 5 professionnels qui téléphonaient pour des jeunes à hospitaliser. Par jour, ça correspondait à ce que nous pouvions accueillir par mois. Donc c'est vous dire combien effectivement tous les services hospitaliers ont été saturés de demandes en 15 jours de temps. Alors les services de consultation avaient été renforcés, heureusement, parce que nous savions depuis longtemps, depuis le début de la crise en fait, qu'après la vague de décompensation somatique, il allait y avoir une vague de décompensation psychosociale. Nous le savions, mais nous ne savions pas quand, et nous ne savions pas sous quelle forme. Nous ne savions pas quelle population allait être plus particulièrement impactée. Et nous découvrons maintenant que ce sont les 13-25 ans. Et donc, il y a les services de consultation en centre de santé mentale qui ont été renforcés. Il y a eu des engagements spéciaux Covid jusqu'à la fin du mois de juin. On y est. Je pense que ça ne suffira pas. Et donc, nous avons dû très rapidement réorienter les demandes de prise en charge vers de l'ambulatoire. Mais ce n'est pas l'idéal. Parce qu'en plus de ça, ces jeunes qui nous ont été adressés étaient des jeunes qui étaient particulièrement inquiétants par rapport à ce que nous rencontrons d'habitude. Tout d'abord, ils avaient déjà rencontré un médecin, alors qu'en général, ce sont les familles qui nous téléphonaient pour des jeunes qui avaient des idées suicidaires. Maintenant, c'était des médecins, c'était des psychologues, des psychiatres qui nous appelaient pour des jeunes qui étaient déjà passés à l'acte. Et pas qu'une seule fois. Ou alors c'était pour des jeunes qui effectivement avaient des troubles alimentaires, mais pas un trouble alimentaire qui s'inscrit dans la durée et où petit à petit la jeune fille a perdu du poids. Non, ce sont des arrêts alimentaires et parfois même des jeunes qui s'arrêtent de boire du jour au lendemain. Et donc nous avons dû faire face à une demande extrêmement importante en nombre, mais aussi en critères de dangerosité. Et malheureusement, en 15 jours de temps, nos listes d'attente étaient déjà pleines pour les 3 mois qui allaient venir. Donc nous avons réorienté vers le secteur ambulatoire, mais là aussi, en 2 semaines de temps, à la mi-février, le secteur ambulatoire était saturé. Il n'avait non seulement plus de consultations à proposer, mais même plus de place sur les listes d'attente non plus. Alors, cette vague a vraiment pris la forme d'une vague, donc 80 demandes pour le mois de janvier pour mon service, plus que 45 pour le mois de février, 35 de plus pour le mois de mars. Le mois d'avril a été moins fort. Nous n'avons plus qu'une quinzaine de demandes. Mais nous étions extrêmement inquiets. Et c'est pour ça que nous en avons parlé dès le mois de janvier. Non seulement il y avait eu beaucoup de demandes, mais nous nous attendions aussi que la fin d'année scolaire soit difficile. Parce que traditionnellement, les services d'hospitalisation sont saturés pendant les mois de mars, avril, mai. Nous connaissons traditionnellement une fluctuation saisonnière relativement importante. En général, au mois de septembre, il y a peu de demandes. Il y a peu de demandes au mois de juillet, août d'ailleurs aussi. Les jeunes sont en vacances, ils ne vont plus à l'école, ça va relativement bien, les familles partent ensemble en congé, tout le monde est moins stressé, les liens familiaux sont de meilleure qualité et ça permet en général, quand il y a eu des difficultés, de pouvoir effectivement souffler et se reprendre. Et donc en juillet-août, nous avons en général peu de demandes d'hospitalisation. En septembre, ce n'est pas à ce moment-là que les parents ou les jeunes vont envisager d'aller à l'hôpital. Il y a la rentrée scolaire et tout le monde essaye de repartir du bon pied et de reprendre une année scolaire de la meilleure qualité qui soit, même si ça a été difficile l'année précédente. Au mois de septembre, nous avons quelques demandes qui arrivent, mais pas de quoi remplir un service qui était déjà vide. Nous avons les premières phobies qui nous apparaissent, les phobies scolaires qui nous apparaissent. Et puis les demandes commencent à arriver en octobre, novembre. En novembre, en général, le service est déjà plein et au mois de décembre, nous commençons à avoir une liste d'attente qui, heureusement, diminue très fortement parce que de nouveau, moins de demandes pendant les congés de fin d'année. Et puis le mois de janvier arrive et souvent c'est au mois de janvier, février, surtout mars, avril, mai, que là nous avons des demandes qui dépassent l'offre.
traditionnellement. Structurellement, c'est comme ça. Nous avons des listes d'attente chaque année au mois de mars, avril, mai. Mais ce sont des listes d'attente qui sont différentes d'une structure hospitalière à l'autre. Et en général, en gros, nous arrivons quand même relativement à faire face et à soutenir les jeunes qui sont en liste d'attente pendant 1 mois, 2 mois. Mais enfin, on y arrive. Et donc, avec cette déferlante au mois de janvier, février, mars, les services étaient évidemment complètement saturés et nous avions très très peur qu'il y ait de nouveau une vague de décompensation, comme d'habitude en fait, à la fin de l'année, si effectivement, et nous le pressentions, on allait rouvrir les écoles et le présentiel, mais dans les pires conditions qui soient, évidemment, dans le contexte d'une population qui nous apparaissait extrêmement fragilisée sur le plan de la santé mentale, où on allait remettre les jeunes, c'est ce que nous craignions, dans un circuit scolaire qui allait vouloir terminer des apprentissages qui étaient évidemment en retard, terminer le programme et faire passer les examens. Et nous avons effectivement tenté d'interpeller. C'était la chose à ne pas faire, parce que dans un système de soins de santé mentale qui est totalement saturé, prendre le risque de provoquer de nouvelles décompensations était extrêmement dangereux parce que nous n'allions pas pouvoir intervenir. Et c'est ça qui s'est passé. Quelque chose qui revient souvent aussi dans la presse, on parle des séquelles. Quel type, en dehors peut-être de l'aspect physique qu'on peut imaginer, des jeunes qui ne mangent, qui ne s'alimentent plus, qui ne boivent plus, mais au niveau psychologique, qu'est-ce qu'ils peuvent garder comme séquelles, ces adolescents, suite à toute cette situation? Alors je dirais que c'est maintenant qu'ils sont en danger, en fait. C'est maintenant qu'ils sont en danger et c'est maintenant qu'il s'agit d'intervenir. Parce que justement, ce sont des jeunes et donc ils ont une capacité de résilience qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Et nous l'avons très vite constaté. Parce que ces jeunes qui, effectivement, vont très mal et où les parents se mobilisent, mais tous azimuts pour essayer de leur trouver ne fût-ce qu'une consultation, finissent par déboucher de temps en temps aux urgences. Et les urgences ne sont pas équipées et ils ne trouvent pas non plus de place que les familles elles-mêmes. Et donc certains jeunes qui sont particulièrement inquiétants finissent par se retrouver dans des services de pédiatrie, à défaut de pouvoir leur proposer autre chose. Mais ce sont des services de pédiatrie qui n'ont pas nécessairement psychologues, pédopsychiatres à disposition. Et donc ces jeunes se retrouvent finalement dans un service hospitalier sans véritable soin pédopsie. Et pourtant, pour moitié d'entre eux, alors que c'était ceux qui étaient les plus inquiétants qui ont été gardés, malgré tout, pour moitié d'entre eux, au bout de 2 semaines, ils vont nettement mieux. Les symptômes se sont amendés, en absence de soins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur a permis de réintégrer un groupe de jeunes et qu'ils ont repris une socialisation. Et le simple fait de leur permettre de se retrouver de nouveau ensemble, d'avoir le temps de penser, de se dire, de partager et d'être en dehors d'un milieu qui les stresse. Il n'y a pas d'école, on ne leur fait pas passer des examens, on n'essaye pas de leur bourrer le crâne pour terminer le programme scolaire à tout prix. Eh bien, ça permet effectivement à ces jeunes d'aller rapidement mieux. Pour moitié d'entre eux, mais une moitié quand même. Et donc, il y a un appel effectivement à mettre encore maintenant, toujours, en place, il ne nous reste plus que quelques semaines, vraiment un programme ambitieux, je sais bien, qui permette effectivement de soutenir la résilience chez les jeunes qui se maintiennent encore à l'heure actuelle à l'équilibre plus ou moins. Il faut arrêter de les stresser, il faut arrêter d'essayer de leur bourrer le crâne avec un programme scolaire et il faut surtout ne pas les mettre en situation de stress avec des évaluations de fin d'année. Ils ne sont pas disponibles psychiquement pour pouvoir fournir cet effort et en plus de ça, ça peut s'avérer effectivement dangereux. Alors, par rapport aux parents qui vous écoutent là aujourd'hui, quelles peuvent être les choses qui doivent attirer leur attention à un moment donné? Parce qu'on peut avoir un enfant qui momentanément ne va pas bien, qui a une difficulté, mais quels sont les éléments auxquels il faut être attentif et quelle est la bonne réaction à avoir par rapport à son enfant s'il ne va pas bien? Alors, c'est pas facile avec les ados, parce que justement, comme ils parlent pas nécessairement. Et puis en plus, la plupart d'entre eux sont dans ce syndrome d'engourdissement dont parlait Bruno Humbeek. Donc on leur a demandé, on leur a fait passer le message, on leur a dit « vous n'êtes pas en danger », alors qu'ils le sont en fait. Vous n'êtes pas en danger par rapport au Covid. Par contre, vous êtes des vecteurs potentiels, vous êtes un danger pour les autres. Et donc, on vous demande de faire un effort et de sacrifier
et ils l'ont fait, de sacrifier tous vos désirs, toutes vos envies, tout ce qui faisait votre joie de vivre, mettez-la entre parenthèses. Mettez-la entre parenthèses pendant 1 an maintenant, sans perspective encore actuellement, pour justement éviter de contaminer autrui. Et ils l'ont fait. Et ils ont effectivement arrêté de désirer. Et ils ont arrêté de penser. Ils ont arrêté de partager avec les autres. Et donc, ces jeunes se retrouvent maintenant avec une perte de l'envie de vivre qui s'est installée de manière en fait très insidieuse, très pernicieuse. Ils ne s'en sont pas eux-mêmes rendus compte puisqu'ils ne pensent plus. Ils sont coupés de leurs émotions et tout à coup, ils sont face à des désirs de mort qu'eux-mêmes ne comprennent pas, dont ils n'arrivent pas à parler. Quand effectivement j'accueille un adolescent et que je lui demande un petit peu de raconter ce qui est difficile pour lui pour l'instant, systématiquement ils me répondent « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Ils n'ont pas les mots, ils ne sont plus connectés à eux-mêmes et donc c'est d'autant plus difficile, bien entendu, que de détecter une souffrance chez un adolescent qui l'ignore lui-même. Et donc je dirais, ce qu'il faut faire bien sûr, c'est quand même continuer à parler en tant que parent. C'est pas parce que les ados nous fuient qu'il faut pas courir derrière. Donc j'encourage effectivement les parents à continuer à soutenir le dialogue, à s'autoriser à dire aussi à leurs ados, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, que nous avons du mal. Nous aussi, nous souffrons de la situation. Nous aussi, nous avons besoin de voir nos amis, de reprendre une socialisation. C'est de les encourager à faire ça. Ils ne vont pas le demander spontanément, ils ne se l'autorisent plus. Mais c'est d'inviter, à la limite, des copains à la maison et de ressoutenir effectivement une vie sociale chez nos adolescents. C'est de leur dire que par rapport à l'école, tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas décrocher simplement. Mais il faut être logique. Ce n'est pas maintenant qu'on va leur demander la meilleure performance de leur vie. Ils ne sont pas dans les conditions pour effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes. Du moment qu'ils ne décrochent pas, du moment qu'ils ne sont pas face à un vide, du moment qu'ils continuent à aller à l'école pour continuer à socialiser avec les autres, à rencontrer les autres jeunes, à pouvoir s'occuper l'esprit, à ne pas rester seuls dans leur chambre à ruminer du noir. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis le signal d'alerte, c'est un changement de comportement. Un changement de comportement. Un jeune qui avait bon appétit, qui perd son appétit. Un jeune qui maigrit. Un jeune qui était très sociable et qui ne bouge plus, qui ne fait plus rien. Un jeune qui était plutôt calme et qui se met à s'agiter. Je pense qu'un changement de comportement est quelque chose, effectivement, qui peut alerter et qui doit en tout cas ouvrir le dialogue, si ce n'est déjà fait. Vous parliez de leur capacité à la résilience à ces adolescents. Quelles sont, selon vous, en tout cas, les forces et les richesses propres à cette tranche d'âge dans lesquelles on peut les aider à puiser pour aller mieux? Alors, ils pensent, ces jeunes, quand on les rassemble. Les mettre en groupe et leur donner la possibilité de partager, de se positionner et de dire eux-mêmes ce qui leur conviendrait, ce qui les aiderait, c'est une richesse incroyable. Ils sont les mieux placés, en fait, que pour pouvoir nous dire ce dont ils ont besoin. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place, effectivement, des espaces où ils ont le temps, leur donner le temps de se retrouver, d'échanger, de parler. Des espaces où ils sont encadrés par des adultes, pour éviter que ces jeunes ne soient dans du trop superficiel, pour que leur parole ait du sens, pour qu'elle ait du poids, pour qu'ils aillent effectivement à quelque chose d'essentiel. Et de veiller bien sûr que le groupe fonctionne bien, parce que quand vous rassemblez des adolescents, en plus en classe ils ne se sont pas choisis, si vous les rassemblez sans les encadrer, eh bien il y a les risques d'une dérive, comme dans tout groupe humain, de marginalisation, de bouc émissaire, de stigmatisation, de harcèlement, etc. Donc il s'agit bien entendu en tant qu'adulte d'être responsable de ce qu'on fait avec ces ados. À partir du moment où on les réunit, il faut les encadrer et veiller effectivement à ce que ce groupe fonctionne bien. Et pour peu qu'on s'en donne la peine, à ce moment-là, ça devient un outil thérapeutique extrêmement puissant. C'est d'ailleurs l'outil thérapeutique le plus puissant que nous utilisons nous-mêmes dans nos services de pédopsychiatrie. Quand on fait des études rétrospectives et qu'on demande aux jeunes ce qui les a le plus aidés à l'issue de leur hospitalisation, systématiquement, ils ne vont pas dire que ce sont les entretiens psy, ce ne sont pas les activités non plus, encore moins l'école. En fait, c'est les autres. C'est les autres jeunes qui les ont le plus aidés. Et donc, voilà, il faut faire profil bas, se rendre compte de ça
et veiller à ce que cet outil soit le plus thérapeutique possible, en encadrant ces jeunes et en leur donnant la possibilité de vivre des expériences ensemble, des expériences qui vont effectivement susciter des émotions dont ils vont pouvoir parler ensuite et organiser des espaces de parole. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Nous avons les personnes compétentes pour le faire en dehors des milieux scolaires. Nous avons les locaux pour pouvoir les réunir sans poser de problème sur le plan sanitaire. Ce sont les groupes classes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir simplement les portes des écoles et créer du temps, libérer du temps sur le temps des apprentissages pour justement leur permettre de se dire, de se retrouver, de récupérer leur appareil à penser et de leur permettre de d'abord se rendre de nouveau disponibles pour les apprentissages, parce que pour l'instant, dans une situation de stress telle que nous le connaissons tous, ils ne sont pas psychiquement disponibles, pas encore. Il faut les rendre disponibles. Et comme le dit Philippe Mérieux, qui est un formidable pédagogue, la disponibilité psychique aux apprentissages ne se décrète pas. Ça ne sert à rien de dire « tu as des problèmes, tu les laisses à la maison, ici tu es là pour travailler ». Ça ne marche pas comme ça, nous n'avons qu'un seul esprit, on ne peut pas le découper en morceaux. Et donc la disponibilité psychique ne se décrète pas, par contre, elle se suscite et elle s'évalue. Et donc il appartient effectivement au corps enseignant de veiller à mettre ces jeunes dans une disponibilité psychique, d'abord, avant que de commencer à enseigner. Et il appartient effectivement maintenant au monde médical, et j'en appelle effectivement à mes collègues, médecins généralistes, psychiatres, pédopsychiatres, d'évaluer cette disponibilité psychique aux apprentissages. Et si ce jeune n'est pas disponible, et si le pousser effectivement à continuer des apprentissages à force, à marche forcée et à passer des examens, et qu'il y a un risque de décompensation à ce moment-là, eh bien de les mettre sous certificat médical pour leur permettre de continuer à aller à l'école, parce qu'ils ont besoin de se fréquenter et d'être les uns avec les autres, mais de les mettre à l'abri justement d'une décompensation en leur permettant de ne pas présenter les épreuves les plus stressantes. Alors vous avez, parce que nous on vient du Centre Indigo, hein, vous avez entendu parler de notre projet Reboost Your Energy, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Mais je pense que vous illustrez parfaitement ce que je suis en train de dire. Ils ont un potentiel de résilience extrêmement intéressant, pour autant qu'on mette en place les conditions pour que cette résilience puisse s'exprimer. Et donc rassembler des jeunes, leur proposer un projet, leur permettre effectivement de se dire, d'être de nouveau en contact avec leurs émotions et de les partager les uns avec les autres, et puis d'en faire quelque chose dont ils vont pouvoir être fiers, qu'ils vont pouvoir se réapproprier. Ça, c'est un formidable outil évidemment pour soutenir leur capacité de résilience. Ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup, Dr Maes, Merci de nous avoir reçus.